qui montre chaque année que cette école évolue de plus en plus. Et il sort de ses rangs des étudiants brillants. La preuve, dans cette salle, vous avez avec nous ce matin des étudiants qui sont quittés dans cette école et qui sont devenus de grands managers. Je vous l'ai présenté tout à l'heure. Mais pour l'heure, je vous donne la parole au directeur général de l'Institut pour qu'il dise d'abord la bienvenue à sa unité. Je remercie d'abord les étudiants d'avoir répondu positivement à votre appel, tous les étudiants de l'Institut, pour contribuer à vous aider à avoir une meilleure vision dans ce que c'est que le processus d'émergence d'éthique au niveau de la Côte d'Ivoire. J'avais dit à M. Diop qu'effectivement, l'Institut était devenu une machine à fabriquer de la matière grise et que chaque année, quand on invite des personnalités, chaque année, les personnalités sont impressionnées. L'année dernière, tout le monde devait faire 10 minutes. Elle est restée, qui s'en rappelle, qui a augmenté les 10 millions. Elle a fait toute la conférence jusqu'à la fin, elle a même donné des cartes de visite, etc. Donc, je tiens à remercier M. Diop pour l'inestimable attention qu'il a voulu porter à l'établissement. Et puis aussi pour les étudiants qui, faites le des étudiants sans compter l'innovation, mais aussi les étudiants qui se prennent en main, qui sont autonomes. La preuve, depuis 3-4 ans, les journées, les carrières sont organisées par vous-même. Le DG n'a plus assez de comme par le passé. C'est une machine qui est prise en main par vous-même, comme dans les écoles européennes ou américaines, donc je vous en félicite. Mais je vous en félicite d'autant plus que l'année dernière, depuis 2 ans, vos aînés gagnent des trophées, etc. Je suis convaincu qu'avec la présentation des projets cette année, il y en aura au moins 1 ou 2 qui poursuivront, qui vont poursuivre le même chemin. Parce que les carnets, etc., on ouvert une voie, je ne voudrais pas qu'elle se ferme avec eux. Mais je suis convaincu, avec ce qu'on va voir aujourd'hui, après la conférence, qu'avec votre détermination, il y aura des belles choses à voir au niveau de votre travail. Donc je vous félicite. D'ailleurs, c'est peut-être qu'ils ne me connaissent pas bien, mais justement, c'est dans le cadre de mes carrières que j'ai beaucoup d'école. Donc je vous encourage encore une fois, je vous félicite. Et puis je vais laisser la parole à M. Diop pour commencer la partie des questions-réponses pour voir comment il va s'organiser. Alors, comme vous savez, ce n'est pas une conférence en tant que telle. La personnalité vient, elle expose, elle fait exposer, et puis elle part derrière, il y a des questions-réponses techniques, très techniques, qui vont permettre justement d'éclaircir certains points qui, à votre niveau, pourraient être encore pas encore clairs. Donc, je vais là vous remercier, à vous encourager. Et le cas ouvert de cette carrière 2014 de l'ESI qui se passe sous les 40 ans de la Fambole. Je tiens à le préciser. Merci. C'est un réel plaisir de venir à votre rencontre. Ça nous change un peu de nos journées difficiles. Nos journées difficiles pleines de stress. J'avoue que c'est sans hésitation que nous avons répondu favorablement à la requête des élèves ingénieurs de l'ENSI pour la journée carrière, d'autant plus que le thème de cette journée, c'est vrai, il laisse croire que c'est un thème générique, parce qu'à l'intérieur, on a souvent l'habitude en Côte d'Ivoire de lancer des slogans. À l'époque, quand on était au lycée, c'était la conjoncture difficile, c'était autant de Fourani. On parle de conjoncture difficile. Aujourd'hui, tout le monde parle d'émergence, tout le monde parle de TIC. C'est peut-être bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, de définir un peu ces termes-là pour que ensuite on puisse comprendre et savoir exactement où on va. Alors, comme mon prédécesseur l'a si bien dit, l'émergence est avant tout sortir d'une situation qui n'est pas forcément bonne, comme c'est le cas actuellement de nos pays sous-développés. Je préfère utiliser le thème sous-développé, parce que nous ne sommes pas développés, il faut le dire. Sortir donc de la situation de pays sous-développés pour être émergent. Émergent signifie que nous sommes dans une situation intermédiaire. Qu'est-ce qu'on appelle les pays émergents?
c'est le Brésil, c'est l'Inde, c'est, j'ai envie de dire, peut-être les Émirats arabes, encore que eux, il y a juste le facteur démocratie qui les gêne un peu. Sinon, en termes de qualité de vie, ils ont dépassé, ils sont même au niveau des pays développés. C'est certains critères. Les critères sont très simples. C'est l'accès à l'éducation, l'accès aux soins, l'accès à un certain nombre de services publics qui sont aisés et transparents. C'est aussi, bien entendu, pouvoir bénéficier en tant que citoyen des services légaux, donc de la justice, bénéficier de la sécurité des biens et des personnes, bénéficier de la libre circulation et de la libre expression. Donc ça inclut bien entendu libre expression des médias, de la presse, ainsi de suite. C'est beaucoup de paramètres. Okay. C'est un peu donc partir de cette situation d'enfermement de pays pauvres sous-développés et se positionner au niveau donc du Brésil. Vous voyez, le Brésil aujourd'hui, le Brésil, par exemple, pour donner une indication, a produit des armes. Mais en même temps, la pauvreté est très présente au Brésil. Il suffit de voir dans les favelas un peu ce qui se passe, le taux de banditisme, d'insécurité dans certains endroits. C'est donc une situation intermédiaire où on côtoie à la fois des très riches et en même temps des très pauvres. Il y a beaucoup d'inégalités. Contrairement aux pays développés où la tendance est, c'est 80% de personnes qui s'en sortent et puis 20% de personnes en difficulté. Nous, pays sous-développés, c'est 10% de personnes qui s'en sortent et 90% de personnes qui sont en difficulté. Donc l'émergence, c'est donc le passage de cet état de pays pauvres à un pays qui tend vers le développement. Alors le thème de notre petit échange, parce que je le qualifierai dans ces termes, c'est donc de comprendre un peu quelle est l'importance d'éthique. L'éthique, c'est l'abréviation des technologies de l'information et de la communication. Okay? Alors, nous, quand on parle d'information, l'ancien terme c'était l'informatique, mais aujourd'hui l'information se définit, quand on parle de système d'information, c'est tout dispositif qui est capable de traiter l'information vitale pour n'importe quelle organisation. Donc l'information, elle peut être classée sur une base de données, ça peut être la messagerie, ça peut être des documents, des formulaires, à travers un workflow, ainsi de suite. Donc c'est ça un peu la définition du système d'information. Et la communication, bien entendu, c'est tout ce qui permet d'échanger donc ce flux d'informations d'un point à un autre. Donc ça peut être à l'intérieur de l'entreprise, à travers un intranet, comme à travers d'autres entités, à travers Internet, donc la messagerie, ou encore à travers bien entendu, les télécommunications, la téléphonie, la vidéoconférence aujourd'hui, ou encore les réseaux sociaux que vous adorez, j'imagine, Facebook, Twitter, ainsi de suite. Et tous les petits gadgets qu'on a aujourd'hui, Viber, sur les téléphones. Donc c'est tout ça, un peu, la communication. Alors, j'introduirai mon sujet. Pour vous, quel est le facteur le plus important de développement? Ce sera un échange, ce sera dans un premier temps un échange, ensuite je vais développer. Si vous devez réussir un projet, quel est le point le plus important pour la réussite de ce projet? Un projet, il peut être individuel, comme il peut être national. Donc, être émergent, c'est un projet national. Tout comme vous aussi, vous pouvez décider, jeune étudiant, de devenir émergent un jour. C'est-à-dire de partir de la maison de ses parents, d'avoir son propre studio, sa propre maison et d'être autonome. Pour vous, quel est le point, quel est l'élément, le facteur le plus important? Soyez pas intimidés, oui. Selon moi, le facteur le plus important, c'est avant tout la volonté. Alors, pour parler de volonté, la volonté s'exprime à travers quoi?
qu'on a à voir une chose. Et qui est porteur de volonté? C'est le porteur de projet. Le porteur de projet, c'est qui? C'est moi, c'est l'aide. C'est l'homme. C'est l'homme. D'accord? La clé, la première clé du principe de l'émergence, c'est l'homme. C'est autour de l'homme qu'on construit un projet d'émergence. C'est autour de l'homme que s'articule donc, que va s'articuler donc mon explication. L'homme, pour exister et pour être élément déclencheur et participatif donc, de l'émergence, il y a plusieurs imputations. Première imputation, c'est son éducation. Donc l'école. J'ai envie de dire la santé. Parce que ce n'est pas en bonne santé, on ne va pas à l'école. Donc peut-être on parlera certainement de santé. Donc l'accès aux soins et à la santé et aux médicaments. Ensuite, l'éducation. Ok? Quelqu'un qui n'est pas éduqué ne peut pas exister, convenez avec moi, dans notre société moderne. Vous voyez, c'est souvent drôle de rencontrer des gens avec une carte magnétique au distributeur qui ne savent pas l'utiliser. C'est malheureux, mais bon, je pense que pour votre génération, c'est moins le cas. D'accord? C'est pas pour ça qu'on va prendre des cartes et je dis le papa. Ok? Alors donc, c'est la santé, c'est l'éducation. Ensuite, c'est la sécurité, les biens des personnes. Ok? Une fois que ces trois éléments de base sont réunis, dans la sécurité, bien entendu, par déclinaison dans la sécurité, vous aurez ce qu'on appelle tout ce qui est administration, tout ce qui est accès aux services juridiques, ainsi de suite. Ok? Donc, ces éléments, comment est-ce que l'éthique peut les rendre probants et efficients dans un pays qui a envie de devenir émergent? Aujourd'hui, le premier problème de nos pays sous-développés, c'est le problème d'infrastructure. Nous sommes la plupart du temps isolés. Vous êtes à Abidjan, c'est bien beau. Déjà, à Abidjan, c'est difficile de se déplacer. Donc, de façon récurrente, dans certains hôpitaux, dans un dispensaire DK18, peut-être que le médecin qui habite au deux plateaux ou à Trècheville ne peut pas y aller parce qu'aujourd'hui, il y a un bouchon, le pont est. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas consulter. Ça, c'est le cas d'Abidjan. Mais aller un peu plus loin, aller jusqu'à Agoville. Derrière Agoville, il y en a Lubino. C'est des endroits où, souvent, on a l'impression qu'on est mieux en Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est à 100 km d'Abidjan. L'accès aux soins, c'est compliqué. Donc, ça encore, je parle de chef-lieu, de sous-préfecture, de préfecture, sans oublier, puisque nous sommes dans des zones rurales agricoles, les campements, les machines, et ainsi de suite, où, souvent, il n'y a même pas de réseau, pas de téléphone, on peut rien faire du tout. Donc, la première difficulté, ce serait que les soins de santé soient à la portée de tout le monde. Qu'est-ce que les technologies de l'information peuvent apporter dans ce cas? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le gouvernement a lancé un programme e-santé dans lequel on permet, ça ne règle pas tout, mais c'est déjà des solutions pour résorber, comme je dis, le gap en infrastructure, le déficit, en termes aussi de personnel qualifié. Là, on va revenir à l'éducation. Le gouvernement a lancé un programme de e-santé qui permet de faire quoi? Faire de la télémédecine, tout simplement. La télémédecine, c'est quoi? Vous avez un dispositif à Séchi, quelque part derrière le Vino qui est perdu. Il y a le train qui passe une fois par jour à destination de Boyer et dans l'autre sens à destination d'Abidjan. Vous êtes malade, il n'y a pas de médecin. Mais vous avez une infrastructure qui permet, par vidéoconférence, de communiquer avec un professeur agrégé à l'université d'Abidjan. Donc on peut vous consulter en direct, donc vous voyez par vidéoconférence. On peut vous faire un scanner qui peut être transmis en fichier PDF au professeur par mail, et donc il est capable de pouvoir l'interpréter. Donc c'est déjà des premiers outils qui permettent, comme je dis, de briser ce qu'on appelle la fracture en termes d'infrastructure. Mais pour ça encore, il faut tout simplement qu'il y ait le réseau. Donc, qu'un opérateur télécom accepte de tirer soit de la fibre optique, soit des antennes radio, pour pouvoir qu'on puisse avoir Internet sur place.
on puisse disposer d'une infrastructure de vidéoconférence, donc pour partager à la fois l'image et le son avec une source qualifiée, qui est par exemple le professeur Ochu ou l'Institut de cardiologie. Donc, c'est déjà une première étape, c'est des solutions, des esquisses de solutions pour permettre aux pays sous-développés que nous sommes de briser ce qu'on appelle la fracture numérique et la fracture technologique dans certains compartiments. Ça, c'est le problème de la santé. Point de vue éducation. Aujourd'hui, les choses sont très claires. Nous sommes assez fiers des ingénieurs, des élèves ingénieurs que vous êtes, parce qu'on s'est rendu compte que même si nous sommes nés à Toufou, en 2018, qu'on vient du village, et parce qu'on a eu accès à une formation correcte, parce qu'on a eu accès à un ordinateur un jour, on a pris un cours de développement, on sait développer dans les différents langages qu'on connaît, on est capable de mettre en place une application, on se rend compte que du coup, cet enfant qui a une origine modeste n'a rien à envier à un ingénieur indien ou un ingénieur américain. Tout simplement. Mais pour ça, il a fallu que l'individu, je suis toujours en train de parler, je parle de l'homme, premier facteur pour moi d'émergence, c'est l'homme. Accès à la santé, ensuite accès à l'éducation. Et NTIC aujourd'hui nous permet de faire quoi? Donc de réduire la fraction d'accès à l'information. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que l'une des premières sources d'information, c'est Google, n'est-ce pas? Dès que les petits soucis, moi aujourd'hui, je me rends compte que mes gosses à la maison, avant nous, quand il y avait un mot, on discutait sur l'orthographe d'un mot, on cherchait le dictionnaire. Aujourd'hui, on tape sur Google, pour être sûr que c'est la bonne orthographe, ainsi de suite. Donc, Google, par exemple, est une source inestimable de ressources. Mais vous êtes basé à Abidjan, vous êtes basé chez vous, peut-être juste de votre téléphone. Là encore, on parlera du problème de l'accessibilité à l'Internet au débit, 3G, 3G, 3G75, ainsi de suite. Bon, ils ne sont pas vraiment. C'est pas encore si c'est l'idée. À peine on a franchi la barrière du Edge avant de parler de 3G et un peu plus tard parler de la 4G. Donc, déjà avec Internet, on a accès à des ressources inestimables que nous, à notre époque, on n'avait pas. Vous avez soit le cours du prof, soit la bibliothèque. Point barre. Vous avez la chance, vous pouvez acheter Sciences et Vie à l'Ivoire de France. Et puis bon, c'était tout. C'était tout. Aujourd'hui, en 2 clics, vous avez accès à des bases de données mondiales, avec toutes sortes d'informations, avec des études, avec des thèses, etc. Donc, la puissance d'Internet, la puissance éthique au niveau de l'accès aux connaissances est indéniable. Donc, je veux dire que, je ne sais pas ce que pas envie d'en parler, parce que c'est une évidence. C'est une évidence, aujourd'hui, l'éthique nous permet de franchir la barrière numérique et de nous décomplexer vis-à-vis des pays développés. On n'a vraiment rien à leur envier, et je sais par la preuve que vous, élèves de l'ENSIT, vous êtes capables aujourd'hui de développer des applications, vous êtes capables aujourd'hui de mettre en œuvre des infrastructures parce que vous avez accès à la connaissance, et donc vous êtes capable donc de mettre en œuvre des infrastructures, des services qui peuvent être utilisés à l'échelle nationale. Tout simplement parce que vous avez une formation de haut niveau, une formation en adéquation avec votre temps. Okay? Ensuite, bien entendu, vient le troisième point qui pour moi est primordial, c'est le point de la sécurité. La sécurité des biens et des personnes est le premier facteur qui permet à ce qu'on appelle des investisseurs de s'installer dans un pays. Parce que ça ne sert à rien de venir monter votre boîte. Si tous les 15 jours, il y a des braqueurs qui viennent faire le ménage chez vous, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de monter une boîte si on vient vous déplier régulièrement au bureau, parce que tout simplement, vous devez faire la veille. Mais aujourd'hui, je donne un exemple que peut apporter l'éthique en matière de sécurité. Tout le monde connaît le mobile money, je ne vais pas donner la marque d'un constructeur. Le mobile money, tout le monde sait que chacun des
les grands opérateurs à lancer son produit. Aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui payent des contractuels, des journaliers, tout simplement par téléphone. Ça évite quoi? Ça évite de transporter 100 millions, 200 millions en espèces. Ça évite qu'il y ait le petit gagnant qui dise à ses complices qui viennent d'être des machines ou des fringues qui paye aujourd'hui pour venir faire le supermarché. Ça évite pas mal de choses. Du coup, tout le monde. Et ça, c'est une application directe, je veux dire, en matière de sécurité des biens et des personnes. Pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé au niveau de ce qu'on appelle le service public. Le service public est le service délivré par l'État aux concitoyens. Donc, c'est à travers l'administration, c'est à travers la police, c'est à travers la justice. Et aujourd'hui, on essaie tous ensemble que les solutions de dématérialisation des supports administratifs sont tellement avancées et tellement fiables qu'on est capable aujourd'hui de pouvoir lancer des requêtes d'extrait de naissance ou des casiers judiciaires à partir d'Internet. On est capable aujourd'hui, avec la police qui a des outils, si elle le souhaite, ici c'est amplifié, et vous voyez certaines villes comme c'est assez. Vous voyez dans les journaux, à chaque fois qu'il y a un incident, il y a quelqu'un qui a fait un casse ou il y a une tuerie, on le repère assez rapidement, tout simplement avec les caméras. Les caméras des stations de métro, les caméras autour de l'escolaire, les caméras aux arrêts de bus. Ça, c'est des applications directes de nouvelles technologies au cadre de la sécurité. Plus loin, ça signifie que notre État devra se doter d'un système centralisé de fichiers. Je ne vais pas jusqu'à parler de base de données ADN, non connaissance du fingerprint, pour que tout le monde déjà connaisse nos empreintes, qu'on ait un visuel, qu'on ait une base de données, de telle sorte qu'à tout moment, dans un simple contrôle, dans les pays développés, vous avez le policier, il a son terminal au niveau de son véhicule, il check directement, il interroge le fichier national. Et si vous êtes un récidiviste, vous avez une historique, ça apparaît. Si vous êtes quelqu'un de crime, ça apparaît. On a toutes les informations. Ça évite de préparer le gars au commissariat, d'envoyer une requête dans sa ville natale. Parce qu'aujourd'hui, si moi j'ai besoin d'un casier judiciaire, si je suis né à Pondre, il faut que j'aille à Pondre pour établir mon casier judiciaire. Donc c'est un jour à l'aller, 2 jours sur place, parce que le sous-préfet et à la Golo, parce qu'il y a une réunion régionale, il revient dans 2 jours, donc je mets 4 jours pour avoir un casier judiciaire. Quelque chose aujourd'hui qu'on peut faire en quelques clics. Et si après le gouvernement, bien entendu, en matière de sécurité, valide tout ce qui est signature électronique et PKI, de telle sorte qu'on puisse sécuriser tous ces process, on va délivrer des documents administratifs sécurisés sans risque de fraude. Donc, j'ai parlé de la santé, j'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé de la sécurité. Dans la sécurité, j'ai inclus en gros tout ce qui est process administratif, tout ce qui est process judiciaire, tout ce qui est process de surveillance. Pour moi, donc, la clé, c'est déjà l'homme. Et tout est rattaché à l'homme. Parce que l'homme, pour évoluer, pour exprimer son talent, a besoin d'être en bonne santé, d'être éduqué, d'être dans un environnement fiable. Et ensuite, qu'est-ce qui va nous rester? Bien entendu, ce sera ce qu'on appelle bâtir un tissu économique. Toutes les entreprises, toutes les grandes nations se sont développées sur la base de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat privé. Toutes les grandes nations au monde. Même l'Union soviétique a parlé de soft close à un moment donné, ils sont revenus au libéralisme. Parce que c'est la liberté créatrice qui est force créatrice de richesse. Ça, c'est indéniable, jusqu'à ce qu'à un moment donné, bien entendu, on se rend compte que dans tout système, il y a des dérives. Donc les dérives, on les connaît plus ou moins, les dérives du capitalisme. C'était un peu l'explosion de la bulle au niveau de subprime aux États-Unis avec la crise de 2008. Donc dans tout système, il y a des excès. Mais il y a du bon. La première des choses, c'est d'être bien éduqué. Donc de ressources intellectuelles. Donc on revient à des écoles, des établissements cognitifs, dotés d'équipements de pointe, dotés d'enseignants au fait de tout ce qui est éthique, donc capables de transmettre le savoir
aux jeunes ingénieurs qui, à leur tour, font preuve d'innovation et de génie pour créer des choses beaucoup plus adaptées, puisque les choses ont tellement vite, beaucoup plus adaptées aux problématiques du moment. Une fois que vous avez l'homme, ensuite il faut quoi? Il faut certainement des ressources. Mais pour pouvoir bénéficier des ressources, il faut un cadre juridique, légal, qui protège et encourage la création d'entreprises. J'explique pourquoi. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible pour un jeune d'avoir un prêt à la banque pour lancer son entreprise. Pourquoi? La banque vous répondra qu'elle est prête à prêter de l'argent. Mais comme c'est la plupart des cas, dès que les fonds sont entre les mains de certaines personnes indélicates, elles les utilisent à d'autres fins. Quels sont les moyens de la banque pour recouvrer leur argent? Il n'y en a quasiment pas, parce qu'on a un système judiciaire qui est poreux. Il est poreux, il n'est pas efficient, il n'est pas capable de mailler la population, donc de tracer un individu. Donc, ce manque de fiabilité, d'abord au niveau d'identification et de localisation des individus, est déjà le premier critère d'inefficacité de la justice. Bien entendu, comme je ne fais pas politique, on ne va pas parler de corruption des magistrats et des policiers, ainsi de suite. Ça, je laisse le loisir à ceux qui vont vous parler l'année prochaine dans la campagne électorale de vous vendre des illusions. Je ne le dis pas dans ce domaine. On parle de choses efficientes. S'il n'y a pas de sécurité, donc s'il n'y a pas de traçabilité au niveau de la banque, vous n'avez pas accès aux ressources. Ensuite, pourquoi il n'y a pas de traçabilité au niveau de la justice? C'est donc à l'État de construire un système judiciaire pour permettre aux banques d'avoir la garantie que quand ils prêtent, ils peuvent recouvrer l'argent qu'ils ont prêté. Donc c'est à l'État de mettre en place un certain nombre d'infrastructures à travers le service public, garantir donc, j'ai envie de dire, que le process d'emprunt et de remboursement se fait de façon correcte. Ok? Les banques ensuite. On a besoin d'une refonte complète des banques. On ne connaît plus des banques de dépôt, on connaît des banques en courage. Ça commence à venir avec ce qu'on appelle les banques de microcrédit. Donc il y a la banque, il y a pas mal d'entités de ce genre qui sont développées. Mais pour l'instant, ils s'adressent plutôt au secteur informel. On se rend compte qu'une start-up aujourd'hui qui veut se lancer ne bénéficiera d'aucun soutien au niveau de la banque. Alors, quelle est la place des éthiques au niveau des banques? Avoir un système bancaire fiable, c'est donc un système bancaire qui est étendu, qui couvre complètement le pays, et sécurisé. Sécurisé au point qu'il puisse être interfacé avec les autres places financières internationales. Pour l'instant, nous en sommes très, très loin, il faut le dire. C'est un handicap, mais en même temps aussi, j'ai envie de dire que c'est un avantage, parce que nous qui avons, j'ai envie de dire, la chance, le privilège de travailler sur la sécurité au niveau du core banking de certaines institutions financières, je peux vous dire que des fois, on tombe sur des surprises désagréables. C'est même la folie des fois. On n'en croit pas nos yeux. Certaines entités financières de la place ont un niveau de sécurité aussi basique au niveau de leur système d'information. Tout simplement parce qu'au niveau de la maturation des managers, la question de la sécurité est peut-être seulement maintenant en train de se mettre en place. Mais aussi, il y a un avantage, c'est que quand vous êtes fait escroquer, quand on vous a pompé de l'argent, quand vous mûrissez très très rapidement, souvent 124 heures que ça se fait. Donc il y a peut-être ce genre d'incidents qui se sont multipliés pour accélérer donc le procès de sécurisation de ces plateformes financières locales. Donc on a besoin d'un tissu économique qui puisse s'appuyer sur des startups. Les startups peuvent être créées si en face on a des banques
qui sont capables de les accompagner, non seulement à la création, mais à toutes les étapes de leur développement. Là encore, vous me direz, que peuvent faire les TIC? Les TIC peuvent tout faire, justement, parce que l'infrastructure de base, même d'une banque aujourd'hui, repose, j'ai envie de dire, à 90% sur les TIC. Les 10 autres pourcents, c'est l'homme, bien entendu. L'homme, il a fallu bien soigner pour qu'il vienne au travail. L'homme, il a fallu bien étudier pour qu'il puisse comprendre le métier de la banque. L'homme, il a fallu sécuriser parce que si on vous a le 5, une machette avec une fleur au travail. Et c'est cet homme-là qui occupe les 10 autres pourcents au niveau de tout ce qui est système bancaire. C'est les termes que j'utilise, ça m'engage sur moi. Il y a plusieurs axes d'appréciation en termes de proportion, de valorisation de l'effet de réussite d'une entreprise. Donc moi je dis 90-10, quelqu'un d'autre vous dira 80-20, d'autres vous diront 60-40. Il y a toujours des arguments, mais le plus important à retenir, c'est qu'il y a une part infra-type et une part humaine. L'homme reste au centre du développement de n'importe quel projet. Une fois que vous avez une banque qui est capable donc de financer les jeunes entreprises, il faut que les jeunes entreprises soient accompagnées par l'État. Parce que je répète, toutes les nations ont connu un développement. Ce développement s'est fait sur ce qu'on appelle la création d'entreprises. Parce que la création d'entreprises, c'est ce qu'on appelle les middle class, les classes moyennes. C'est les classes moyennes qui en général sont vides. En Côte d'Ivoire, quand vous regardez, vous avez les boss, comme on les appelle. En général, parmi les boss, il y a peut-être 10 ou 15% qui méritent leur richesse. Les autres, on sait un peu comment ça se passe. Mais c'est les boss. Tel qu'on a comme ça, c'est pas politique. Je dénonce de temps en temps parce que je ne suis pas très d'accord avec cette chose. Donc, il y a donc la classe en haut, et puis vous avez ceux qui sont complètement démunis, mais vraiment ceux qui n'ont accès à rien du tout, même pas au logement. Donc, il faut que vous le sachiez, il y a dans certains cours, il y a des gens qui n'ont pas de maison. Ils ont juste un coin où ils gardent leurs affaires et ils dorment sur la table. S'il y a une table, ils dorment dans la cour. Donc quand il pleut, ils ne dorment pas. Il faut que vous le sachiez, ça existe dans nos pays. Nous sommes un pays sous-développé. Et c'est ça notre réalité. Et donc il y a au milieu, donc, il manque la middle class. Celle qui est capable de consommer. Parce qu'il faut pouvoir consommer, il faut atteindre une taille critique de consommateurs pour qu'on puisse amorcer ce qu'on appelle une société émergente. Et la consommation s'appuie sur quoi? Sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat s'appuie sur quoi? Sur le salaire. Le salaire s'appuie sur quoi? Sur un bon emploi. Le bon emploi s'appuie sur quoi? Sur une bonne formation. On revient donc, vous voyez, aux mêmes éléments que j'ai cités un peu plus tôt, que sont l'éducation, la santé, la sécurité, et ensuite les autres éléments que sont le cadre législatif, qu'on appelle l'environnement des affaires, qui favorise ou qui empêche l'émergence donc de ce qu'on appelle la force créatrice de développement d'un pays, c'est les nouvelles entreprises. Parce que vous, quand vous sortez aujourd'hui, votre seul espoir, c'est quoi? C'est de vous faire embaucher par de grosses entités, une grosse boîte de télécom, une banque, un organisme international. On n'avait même plus envie d'aller dans les ministères parce qu'il n'y a rien à faire. Mais les grosses banques, les tempos, combien peut vous embaucher? La vraie force, celle qui fait bouger les choses dans n'importe quel pays, c'est les entreprises qui embauchent. C'est les startups qui grandissent et qui embauchent, qui se développent et qui embauchent. Et c'est ces startups qui absorbent donc tout le pouvoir de formation des écoles. Et non seulement ils résorbent le chômage, mais ils créent un nouveau marché de consommateurs. Vous êtes des consommateurs potentiels. Et si vous n'avez pas d'emploi, vous n'allez rien consommer parce que vous n'avez pas d'argent. D'accord? Mais si vous avez un emploi, parce que vous avez été bien formé, et que vous êtes embauché par une jeune entreprise,
à ce moment-là, il y aura une jeune entreprise, 10 jeunes entreprises, 100 jeunes entreprises, 5000 jeunes entreprises qui, au bout de 5 ans, vont constituer cette étoffe de ce qu'on appelle les entreprises moyennes et qui vont mettre en place effectivement une classe moyenne qui sera capable de consommer. Parce que cette classe moyenne, elle est éduquée, elle a de nouvelles habitudes de consommation. Nos parents allaient chez le Mauritanien. Aujourd'hui, vous allez au supermarché. Encore on va au supermarché, on continue à payer en espèces, mais normalement, vous devez payer par carte. Parce que derrière, il y a des banques qui ont mis des programmes pour les jeunes diplômés en leur permettant d'avoir des cartes de crédit avec des découvertes, avec l'accès au crédit d'équipement, l'accès au crédit de logement, ainsi de suite, qui va générer ce qu'on appelle le pouvoir de consommation. Aux États-Unis, il y a un indice qui est hyper important qui est communiqué par la Fed. La Fed, c'est la Banque fédérale américaine. C'est l'indice de consommation. Il est publié régulièrement chaque quarter, chaque trimestre. Chaque trimestre, on donne l'indice de consommation pour montrer si actuellement aux États-Unis les gens consomment ou ils ne consomment pas. Ce seul indice de consommation agit sur les Dow Jones immédiatement. Quand il est à la hausse, ça veut dire que la tendance générale aux États-Unis est à la consommation. On dit alors que les foyers sont confiants. On dit qu'ils ont le moral. On dit que les foyers ont le moral. Donc tout le monde consomme. Et quand tout le monde consomme, c'est quoi? C'est l'achat de véhicules, c'est l'achat d'équipements, ça fait tourner l'économie. Et c'est ça qui nous permet demain d'avoir une économie émergente. Pourquoi est-ce que certaines grosses enseignes ne s'installent pas en Côte d'Ivoire? Moi j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec une enseigne qui est très très présente dans les pays développés. Ça s'appelle IKEA. IKEA qui fait des meubles, on verra ce qu'on voit moins cher. Et IKEA, il dit qu'il ne peut pas s'installer en Côte d'Ivoire parce que bon, c'est vrai que la prime de la première franchise, donc pour l'instant, puisqu'on n'a pas le pouvoir d'achat, puisqu'il n'y a pas assez de jeunes qui travaillent, donc le tissu économique de la middle class n'est pas dense, certaines grosses enseignes peuvent se rétracter. Il faut comprendre qu'on ne réinvente pas la roue. Pour être émergent, il faut suivre l'exemple de qui? De l'Inde, du Brésil, des pays du Maghreb. Ils ont commencé par quoi? L'éducation. En Inde, c'était ça. Donc je reviens au facteur principal de l'émergence, l'homme. L'homme. Une fois qu'ils se sont formés, ils avaient la connaissance, il y a eu deux schémas. Il y a une première vague qui s'est exportée. Ils sont montés en compétences aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, ainsi de suite. Après, ils sont revenus au pays, monter des boîtes et embaucher leurs petits frères qui se sont formés dans la même école qu'eux. Ça, c'est ce schéma. Au Maghreb, ça a été ça. La France, les États-Unis, l'Angleterre, et après, ils reviennent au pays. Ils montent des boîtes, ils marchent. C'est toujours le même schéma. La constitution d'une masse critique de consommateurs. Moteur du développement. Quand tu es un consommateur, un jeune cadre ingénieur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas dormir dans l'ordinateur. C'est hospitalier. Donc il va consommer. Il ne va pas vouloir tout le temps prendre le Warren. Il va prendre un véhicule. L'avantage, combien de jeunes ingénieurs, sinon combien de cadres en Côte d'Ivoire sont capables d'aller acheter un véhicule chez un concessionnaire? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que derrière le cadre général des affaires ne favorise ni le concessionnaire, qui est surtaxé, donc on a des véhicules hyper chers, douane, impôts, tout et tout. Deuxièmement, le jeune ingénieur ne peut même pas acheter ce véhicule parce qu'il n'a pas accès au crédit. Il va démarrer peut-être 600, 700 000. Excusez-moi, 600, 700 000 aujourd'hui, ça ne suffit même pas pour pouvoir acheter un véhicule. Parce que les petites traînes, ça doit tourner. Moi, je peux vous basculer sur du Chiltop, il n'y a pas de problème là. C'est le bonne voiture, hein, excusez-moi, mais bon, c'est juste pour rigoler. Mais minimum, vous allez payer 200 000 francs, pardon, 200 000 francs de prêt mensuel. Qui est capable
jeune cadre d'enlever 200 000 francs sur son salaire pour acheter un véhicule, ça c'est au bas mot, hein. Sinon c'est du 300, c'est du 400. Ok? Pouvoir se loger, pouvoir se soigner, pour avoir accès aux soins, assurance et tout, pouvoir économiser, c'est un peu difficile. On convient. Donc il y a un cadre légal global d'harmonisation que l'État doit mettre en place. Alléger les taxes sur certains biens de consommation, alléger les taxes sur les biens téléphones, ordinateurs, et ainsi de suite, pour permettre donc un afflux de consommation. C'est pas plus compliqué. Je ne dis pas que j'ai la recette au développement. C'est des pistes que j'essaie d'explorer avec vous. Vous avez peut-être l'impression que je suis en train de m'éloigner du sujet, mais à chaque fois, vous devez comprendre que chaque facteur sociologique, chaque facteur est ramené, chaque facteur économique est ramené à une problématique dans laquelle l'éthique a une place primordiale en termes de mutation profonde, en termes, je veux dire, de brûler les États. Parce que nous ne sommes pas obligés de passer par la révolution industrielle des Européens. On n'est pas obligé de passer par là. Les Chinois n'ont pas fait de révolution industrielle européenne. Ils n'ont pas fait la machine à vapeur. Ils l'ont copié. Ils ont copié les véhicules, ils ont copié les ordinateurs, ils ont copié les tablettes, ils copient tout. Mais pour vous donner un exemple simple, en 2016, certaines études de IDC disent que Huawei va passer devant Cisco en matière de switch. C'est grave. Bon, nous on s'en fout, hein. On n'est pas américain, c'est pas un produit ivoirien Cisco, donc actionnaire. Et c'est pour vous dire, il a fallu à un moment donné qu'il copie, qu'il y ait la volonté de s'y mettre et puis d'avancer. On ne dira pas, moi je ne suis pas forcément en train de dire oui, en Côte d'Ivoire, il faut qu'on fabrique une tablette, il faut qu'on fabrique une télé ivoirienne, il faut qu'on fabrique. Non, 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 c'est pas ça mon truc. Aujourd'hui, le support est le support. La couche applicative, là où on fait appel au mind, là où on fait appel à votre puissance de réflexion, à votre puissance imaginatrice, c'est là qu'on attend notre jeunesse. Et c'est là qu'on sera créateur de richesse. À ce moment-là qu'on va créer, donc on va innover, on va créer du service et qu'on pourra même vendre ce service, le mettre à disposition des grosses firmes européennes. Et aujourd'hui, bon, continuez à développer, hein, continuez à inventer, continuez à faire preuve d'imagination. Parce qu'à la Silicon Valley, les gens ne dorment pas. Ça, tout le monde est sûr. Les gens ne dorment pas. Mais on a notre place dans tout ce développement global. J'ai pris combien de temps? Je n'ai pas chronométré. C'est donc les premières bases pour permettre qu'il y ait un échange. Hein. Voilà, pour permettre qu'il y ait un échange. C'est donc les grandes pistes que j'ai voulu tracer, les sillons que j'ai voulu tracer, pour vous dire que parler d'émergence signifie qu'on s'attaque aux leviers de développement. Les leviers de développement, il n'y en a pas 1000. Et je dis pour ma part, je crois que le développement, ne paraphraser aucun sage ou aucun illustre devancier, le développement, il s'appuie sur l'homme. Et quand l'homme est au centre du développement, autour de lui peuvent s'articuler tous les services. Moi, je pense qu'un pays émergent, c'est un pays dont l'accessibilité à l'information est grande. En Côte d'Ivoire, on parle toujours de santé, d'éducation et tout ça, mais je pense qu'il faudrait mettre l'accent sur l'accès à l'information. Parce que pour rivaliser avec les grandes nations, chercher à copier comme les Chinois le font, c'est parce qu'ils ont eu à voir ce que les autres ont fait pour pouvoir copier. Chez nous, c'est une difficulté. Vous qui êtes directeur d'une société, d'une entreprise, de la place dans le domaine des PIC, que pouvez-vous nous dire sur les moyens qui sont mis en œuvre
par le gouvernement, par certains secteurs privés, pour nous permettre une accessibilité grandissante à l'information. Je vous remercie. Merci. C'est vrai que traiter dans le cas spécifique de l'accès à l'information, pour moi, tous les secteurs que j'ai déclinés ne peuvent exister, ne peuvent être efficients, ne peuvent être modernes, que si d'une façon générale, on a accès à l'information. Ça, c'est une évidence. C'est vrai que dans le cadre de la sécurité des biens des personnes, la liberté d'expression et la liberté d'accès aux informations fait partie des prérogatives d'un gouvernement qui se dit démocratique. Et je pense que, sans faire de politique, c'est le cas en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas qu'en Côte d'Ivoire, il y ait de censure. Je le dis sincèrement, je n'ai pas pu dire. Parce que vous savez, dans certains pays, la liberté que vous avez de. Les gars, supprime, ça ne marche pas. On te bloque ton Skype, on te bloque tout ce qui est messagerie instantanée, impossible. Pour les gens de Twitter, tout, impossible pour les gens de pouvoir communiquer. Donc ça, c'est au niveau de tout ce qui est communication. L'accès à l'information, ce qu'aujourd'hui, nous ne comptons pas tout le temps sur l'État. Il y a ce que l'État a pu faire. Il y a ce que l'État va continuer d'essayer de faire. C'est à nous aujourd'hui de mettre en place des choses. Bensit est une école typiquement ivoirienne, n'est-ce pas? De quoi vous avez besoin de plus? Vous êtes déjà performant, vous avez besoin de bons profs, d'excellents profs, et je pense que vous en avez. Pour atteindre le niveau d'expertise et de créativité que vous avez, c'est certainement que vous avez accès au meilleur en termes de formateurs. Et c'est certainement des professeurs ivoiriens. J'en suis sûr. Ok? Donc l'accès à l'information, elle est d'abord dans la transmission de la connaissance. Ensuite, l'ouverture au monde, il y a l'ouverture au niveau informatique, au niveau des données, et puis il y a l'ouverture physique. L'ouverture physique au monde, ça ne dépend pas de nous. Nous sommes un pays pauvre. Et les Français ne vont pas arrêter de vous mettre un rang au consulat. Ça, on ne peut rien. Pour sortir, il va falloir justifier comme ce n'est pas possible avant de pouvoir sortir. Ça, c'est clair. Par contre, avoir des écoles performantes, mais aussi avoir des entreprises qui forment, pour moi, c'est une clé et c'est un facteur, je pense, d'émergence et de développement. Parce que les problématiques que nous, jeunes entreprises, avons, on a des problématiques de continuité de notre activité, mais on a aussi ce qu'on appelle la problématique de ce qu'on appelle la veille technologique. Et cette problématique de veille technologique nous oblige à rester connectés. C'est vrai qu'on a plusieurs moyens de le faire, c'est beaucoup plus simple pour nous d'envoyer en mission des ingénieurs, de participer au grand forum de réflexion aux États-Unis, à Dubaï, en France, ainsi de suite, sur les grands sujets de cybercriminalité, ou sur les grandes tendances aujourd'hui en matière informatique. C'est plus simple pour nous, quoique on aurait peut-être apprécié que le gouvernement nous dise tout ce qui contribue à la veille technologique soit pris en compte dans le cadre de la formation remboursée par le FDFP. Je serais le premier à sauter au plafond. Mais bon, ce n'est pas le cas. On est obligé de faire avec. Mais ça a été peut-être l'erreur de nos prédécesseurs, mais nous, jeunes entreprises, avons compris que la survie de nos entreprises passe à la mise à niveau de nos ingénieurs. C'est une mise à niveau permanente de tous les jours. Donc, il y a le duo habituel qui est Internet vis-à-vis du monde, donc je ne pense pas qu'il y ait forcément des sites qui soient censurés. Vous avez plus ou moins accès à toutes les informations. Mais pour les déplacements physiques, je peux vous dire que c'est lié même au statut de l'État du pays. Je pense que dans quelques années, si les choses se passent bien, et qu'on devient émergent en 2020, alors vous pouvez sortir peut-être sans visa pour aller en France. J'espère. Bon. No comment.
Mais la réalité est que l'accès à l'information, aujourd'hui, elle doit se faire à travers des canaux qui ne sont pas traditionnels. N'attendez pas la RTI pour avoir toutes les informations. N'attendez pas Fréquence Dieu, Radio Côte d'Ivoire pour avoir toutes les informations. Il y a d'autres moyens de s'informer. C'est essentiellement Internet, parce qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'avec ma tablette ou avec mon PC, à ce niveau, peut-être que la contribution de l'État, ce sera... Moi, je fais partie du GOTIC, qui est le groupement des opérateurs en technologie de l'information et de la communication. Donc, c'est un organe professionnel d'éthique de Côte d'Ivoire. On n'a pas arrêté de prôner depuis 5 ans la défiscalisation de tout ce qui est équipement informatique. Mais quand vous dites ça, la semaine qui suit, où le directeur de la douane dit qu'il doit atteindre 1500 milliards, on peut serrer là. Oui, c'est une question de volonté. Et dans ce registre, je veux dire que la voie publique a ses raisons que moi j'ignore. Nous, on n'arrête pas de le dire. Je pense qu'aujourd'hui, si le matériel informatique était défiscalisé, tel que les tablettes, Shintok en a à 50 000, 60 000, on les aurait à 25 000, ce serait déjà pas mal. Parce qu'on commence avec ça. Moi, je dis aujourd'hui, le confort de Apple, c'est pas forcément ça. Moi, je dis, on est un pays pauvre, on doit s'accommoder de certaines choses. On n'est pas obligé de fonctionner comme le petit américain. Voilà. La classe moyenne, dans 4 voitures, dans leur truc, pavillon, machin, ça. C'est pas ça. On se contente de ce qu'on a. Le jeune indien, brillant en informatique, il vit pas loin, il vient pas grand-chose, hein, je peux vous dire. Un jeune ingénieur qui démarre, un ingénieur confirmé en Inde, il est aux alentours de 500 €, hein, il touche. Et je pense que les ingénieurs ivoiriens sont peut-être mieux payés que lui. Pour vous dire. Et c'est aussi ça la force de l'Inde. Donc ça leur permet de proposer des services à l'extérieur nettement moins chers que les Américains ou les Européens, donc de conquérir des parts de marché. Et donc de pouvoir se transposer en termes de mondialisation sur le marché global. Donc ça aussi, c'est tout un ensemble. Je ne veux pas avoir la prétention de vous donner une solution complète, parce que j'ai donné quelques éléments. Et derrière, pour amorcer le développement, il y a des questions de monnaie. Il y a des questions de monnaie, vous devez mettre de votre politique monétaire. Vous comprenez? Et donc, ne pas subir, par exemple, les fluctuations de l'euro et du dollar. Vous devez faire comme le Ghana ou le Nigeria, avoir votre monnaie. Quand c'est chaud, vous dévaluez. On dit Ghana est tombé, Ghana se relève après. Mais c'est ça, les deux leviers qu'on a pour ajuster, pour faire de l'ajustement au niveau de l'économie, c'est soit la politique monétaire, soit l'ajustement structurel. Mais nous, on n'a pas droit à la politique monétaire, on est sur l'ajustement structurel. L'ajustement structurel, c'est quoi? On vend les sociétés d'État, on les privatise, on rationalise tout, on n'augmente pas les salaires, bon, on augmente les impôts ici, tout est cher, tout le monde râle, mais bon, il faut rembourser la dette. Vous comprenez? Tout ce que vous voyez, c'est des dettes. Il faut les rembourser. Les partis, pour les rembourser. Il faut les rembourser. L'argent a un prix. Vous voyez, tout ce qu'on nous donne comme argent, ce n'est pas cadeau. Ça a un prix. Mais ce qu'on doit faire, c'est que l'utilisation des ressources qu'on reçoit doit être optimisée. Si vous recevez 100 milliards pour un pont, vous construisez un pont. Vous ne construisez pas 2,5 milliards. Vous comprenez? C'est ça la problématique aussi de notre continent. Il faut vraiment faire ce à quoi la dette est affectée. Ok? J'extrapole un peu. Donc, pour revenir donc à la communication, je pense qu'on n'a pas vraiment, sauf si je me trompe, quelqu'un me dira dans la salle, je pense qu'on n'a pas vraiment ce genre de problème en Côte d'Ivoire. Et donc, en plus de 20 minutes, il vient de nous dire que l'émergence, c'est d'abord l'homme, à qui il faut donner l'éducation, et qui doit avoir accès à la santé, et avoir l'administration beaucoup plus élevée. Tout simplement. Tant qu'on ne prend pas en compte l'élément homme, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'émergence. Tout simplement. Alors, je vais demander 5 ou 6 personnes maximum, parce qu'il a déjà tout dit. Si vous avez des contributions ou si vous avez quelques questions, on utilise 5 ou 6 personnes parce que la journée est longue, le programme a été long.
Je vous remercie. Donc, qui prend le nom de 5 personnes ou 6 personnes au maximum là? Quelqu'un nous prend ça. Mais en attendant, je vais vous dire que dans cette salle, quand on dit que l'ENSIT, c'est une grande école. Étudiant dans cette école, mais M. Nyoncio est le chef de département support technique et intégration à Talentis. Et sous ça, on aide Talentis à faire des intégrations majeures dans toute la sous-région. Pour donner quelques exemples, il est celui qui a mis en place le système de sécurisation de la messagerie à l'ISO Côte d'Ivoire Télécom. Il a fait exactement la même chose pour la Sonatel au Sénégal et aussi pour Vodafone au Ghana. Il est celui qui a mis en place l'infrastructure de sécurité du data center résidentiel du projet IGO. Il l'a fait en Côte d'Ivoire pour le compte de Talentis. Il l'a fait aussi pour le gouvernement gabonais pour le compte de Talentis. Donc, vous êtes fiers de votre étudiant. Il porte haut le drapeau de l'ENSIT. C'est quelques-uns de ses projets. Hein. Je n'ai pas tout dit. Voilà. Et puis, le directeur de l'artiste est aussi accompagné par une très belle femme, une jeune femme très jolie, et qui s'occupe de la communication, un secteur clé dans le Sénégal. Mademoiselle Chantal Assi. Vous savez que dans le métier de l'information, surtout dans le métier des médias, il y a beaucoup de secteurs. Il y a les journalistes, il y a les animateurs, il y a les techniciens. Et ceux qui ne savent pas faire la différence souvent disent c'est les journalistes. Nous ne sommes pas tous les journalistes. Je ne suis pas un animateur et je n'en ai pas de nom. Par contre, dans la salle, vous avez un animateur. Un animateur d'une grande radio qui commence à sortir, à émerger. Il est dans la salle. Je préfère, pour une fois, qu'il se présente. Je vais vous faire. Il sera demain l'animateur des 40 ans de l'ENSIT. Bonjour à tous. Alors, je suis ancien élève de la parole, fier de l'être. J'étais un peu au début au milieu, je ne sais pas, avant le 7. Je n'ai pas envie de vous dire que quand je passe toujours à côté, c'est tout fierté pour moi de voir cette école évoluer et d'organiser ce genre de rencontres qui sont bénéfiques pour vous, pour cette génération qui est émergente aussi. Alors, je suis Éric Landry, je suis directeur d'exploitation de Radio Abidjan 1, qui n'est pas l'autre de la parole. J'habite juste à côté de la Flandre. Donc demain, on passe toute la journée ensemble. Je suis animateur, je fais la formation de l'étude journaliste aussi, mais j'ai choisi le volet animateur parce que quand on est journaliste, on passe un peu de politique. J'ai horreur de la politique. Donc j'ai choisi le volet animateur et demain, je pense qu'on va passer une bonne journée ensemble. Comme par parole a formé beaucoup d'étudiants. Et puis on vient de remettre notre liste. M. Conan Milo Thierry. C'est ça. M. Ebo, Ebois, Adier, Alfred, et M. Kiyama, tous sont les invités de Challenge, parce que je dis Challenge parce qu'on voit aussi du travail dans une boîte qui s'appelle Challenge. Et donc, chaque fois, ça me revient Challenge. Bonjour et bienvenue. Nous sommes là pour vous présenter notre projet qui développe le thème des places de la place éthique dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. Tout d'abord, lorsqu'on parle d'émergence, on parle de développement, d'évolution dans beaucoup de domaines. Que ce soit dans le domaine de la sécurité, dans la santé ou aussi en économie et bien d'autres aussi. Ainsi, l'homme étant le facteur principal de l'émergence, devra utiliser plusieurs techniques et technologies pour accéder à son but et donc développer son pays. Pour cela, prenons le cas par exemple de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de problèmes liés à la sécurité des ménages et à leurs biens. Pour le cas de l'électricité, chaque ménage a une installation électrique domestique.
mais ne peut réduire sa consommation d'électricité de façon optimale. Aussi, il existe beaucoup de problèmes d'insécurité dans l'utilisation du courant. C'est pour cela que nous allons vous présenter notre projet dont le thème général est la place d'éthique dans le processus de l'émergence de la Côte d'Ivoire, et présenté par Bourgilana, Jenny Nour, Sombo Euphrem et Boye Adrien. Comme sous-thème, nous avons choisi l'éthique dans le réseau électrique domestique ivoirien. Pour répondre aux préoccupations des ménages, nous avons pensé à un appareil nommé Control Device, qui signifie en français l'appareil contrôleur. Cet appareil sera capable de détecter les défauts de surintensité et surtension, et aussi de surconsommation, et prévenir le ménage de la présence ou l'existence d'un problème dans sa maison. Voici ainsi comment se présentera notre appareil. Avec un écran tactile affichant le circuit de la maison et les prises surtout, car cet appareil prendra en compte les prises, le courant et la tension aussi qui passe par ces prises. Comme nous voyons aussi, il existera une relation entre le smartphone et cet appareil Control Device. Considérons une maison constituée de 2 chambres, une salle à manger et une cuisine. L'installation électrique de cette maison sera présentée par ce schéma. Comme nous le voyons, nous avons l'installation, nous avons mis l'accent sur les prises, car cet appareil Control Device prendra en compte seulement les prises. Voici donc ce qui s'affichera sur l'écran de notre appareil. Merci Lana. Ok, ici on voit les différentes salles de la maison, les différentes pièces sont représentées par le schéma. On voit les prises qui sont là en bleu. Donc il faut dire par exemple, au salon, il y a 4 prises. Voilà. À côté de chaque prise, on voit 10 ampères, 15 ampères, 6 ampères. C'est la consommation en fait de la maison. Le Control Device permettra de voir la consommation de courant en temps réel. Ainsi, le ménage pourra savoir c'est quel appareil particulier qui provoque l'augmentation de la facture de courant. Donc pour réduire la facture, le montant il pourra débrancher les appareils qui sont utilisés inutilement. Voilà. Donc, comme mon collègue vient de le dire, le ménage saura sa consommation en temps réel. Mais l'installation de cet appareil ne nécessitera d'aucun nouveau câblage. Ce sont les mêmes fils électriques de l'installation électrique qui seront utilisés pour intégrer cet appareil Control Device. Mais pour que l'appareil sache qu'il y a une surconsommation, nous avons pensé à intégrer un petit boîtier. Bien sûr, un code informatique sera intégré à l'appareil et à ce petit boîtier. Mais pour le petit boîtier, le code sera tel que la condition sera de comparer le courant ou la consommation qui entre dans la prise et la puissance maximale. Donc, au cas où il y a une surconsommation, il y aura directement un signal vers l'appareil et aussi vers le smartphone du ménage. Donc, il saura qu'il existe un défaut dans son circuit. Bon, la relation entre le smartphone et l'appareil sera à travers les réseaux CPL. Les réseaux CPL sont comme une liaison entre le réseau informatique et le réseau électrique, de telle sorte que le code informatique sera traduit en un signal électrique et donc reçu sur le smartphone du ménage. Aussi, sur le smartphone, il y aura une application que nous allons développer après, qui pourra permettre à, disons, au chef de famille, par exemple, dans son smartphone, de connaître le montant de la facture de courant de façon hebdomadaire. Chaque semaine, l'application a calculé, en plus des taxes, le montant total de la facture. C'est-à-dire, par exemple, pour bien expliquer, si je prends la semaine du lundi au samedi, le samedi, le smartphone dit au chef de ménage, bon, pendant tous ces jours-là, tu as consommé telle quantité de courant. Donc, ça fait tel nombre de francs CFA. La semaine suivante, ça lui montre encore tel nombre de francs CFA et ça ajoute à la valeur précédente. Donc, ici, il pourra lui-même anticiper sur la facture de courant à la fin du mois. Alors, lorsqu'on branche un appareil
à une prise et qu'il y a une surintensité ou une surtension, le contrôle device détecte ce problème et nous avertit en clignotant sur l'écran la salle dans laquelle se trouve ce problème-là pendant au moins 15 secondes. De même, on aura le même signal sur notre smartphone au cas où la personne est hors de chez elle pour saura qu'il y a un problème chez elle à la maison. Sans oublier que notre appareil aussi affiche la consommation de chaque prise sur l'écran. S'il y a une surconsommation, la prise défectueuse clignotera sur notre écran aussi pendant 5 secondes pour savoir qu'il y a un problème. Aussi, sans oublier que ce signal sera sur notre smartphone. Dans les deux cas, le ménage devrait alors libérer cette prise défectueuse pour pouvoir régler le problème. Ainsi, on a choisi le délai de 5 secondes pour le cas de surconsommation, car cela dépend de l'ampérage du disjoncteur. Chaque disjoncteur a un ampérage, et tous ces disjoncteurs ne peuvent pas supporter une puissance précise. Donc, on a choisi 5 secondes. Si le ménage n'a pas pu libérer la prise défectueuse, une alarme se déclenchera dans la maison. Et 3 secondes plus tard, le disjoncteur de branchement sautera. Donc il n'y aura plus d'électricité dans la maison. Ainsi, voici comment s'achève notre projet. Et je veux dire finalement, avec Control Device, nous pourrons réduire notre consommation d'électricité de façon optimale. Nous pourrons aussi savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de notre circuit électrique et aussi avoir une très bonne sécurité électrique. Merci pour votre attention. Et l'informatique. D'accord? Donc c'est ça, sa force. Malheureusement, c'est une innovation technologique qui n'a pas vraiment pris. On ne sait pas pourquoi. Peut-être à cause des lobbies du câblage. On continue à produire des câbles. Donc du coup, pour information, Abel me disait que le réseau secours de la CIE est un réseau CPL, mais qui s'utilise certainement à cause du MPLS. Voilà. Par contre, ce qu'on vous demande de faire, c'est de creuser, d'aller beaucoup plus loin, parce que entre l'idée qui est excellente et la faisabilité, il y a déjà l'équipement électronique à concevoir correctement. Donc ensuite la transmission de l'information au smartphone, ça demande pas mal de travail. Et je pense qu'il n'y aura pas que des souris qu'on va aboutir à ça. Ce sera beaucoup de sueurs et de nuits blanches. On vous souhaite beaucoup de succès. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je le place. Chers invités,